Alors le 13 mai 68, j'étais bien évidemment à la manifestation. Je me rappelle précisément d'ailleurs du lieu où j'étais, avec nos panneaux en bois qu'on a traînés d'ailleurs pendant des années avec un CGT énorme qui pesait 1 tonne, et avec les bousculades que ça avait engendré, dans la mesure où il y avait les étudiants, il y avait une partie des gens qui arrivaient par Magenta, et donc ensuite on se rassemblait pour la manifestation. C'était vraiment quelque chose à la fois d'impressionnant et pas d'inquiétant, mais d'impressionnant et de significatif du mouvement et de la puissance du mouvement et de la détermination des gens qui étaient là et du nombre. Et le 13 mai, moi je me souviens, c'était une manifestation, mais enfin moi j'avais jamais vu ça de ma vie, et je crois que peut-être, j'espère quand même, mais bon, peut-être, mais pour faire quelque chose. Hein. Et le 13 mai, alors on était, moi je me souviens très bien du défilé où on était les uns après les autres par ordre alphabétique. Donc c'est pour ça que les assistantes sociales, on était parmi les premières donc, et on était à côté d'artistes. Moi j'ai vu arriver, alors là, Jacques Brel, j'ai vu arriver Michel Piccoli, Micheline Prel, alors forcément là on s'est dit ça doit être important quand même. Hein. Le 13 mai concentre bien cette ambiance, cette montée progressive quand même, car ça n'était pas spontané. Et ce 13 mai était le résultat de cette montée en pression, mais déterminée dans chaque entreprise et dans chaque profession. C'était vraiment, il y avait une densité dans le comportement des manifestants particulièrement marquante pour moi. On descend vers le centre de Paris et à pied, il n'y avait plus rien qui marchait. Et il y avait tout d'un coup un climat absolument extraordinaire par rapport à ce qu'on vivait quelques jours avant, où les gens ne se parlaient pas dans le métro, ils se côtoyaient, s'engueulaient, se faisaient la gueule, etc. Et là, tout d'un coup, c'était miraculeux. Tout le monde se parlait, tout le monde parlait la première. Ah oui, rue Saint-Jean. Ben, en fait, rue Saint-Jean. En mai 68, j'avais 4 ans et mes parents manifestaient et ils faisaient grève, ils étaient syndicalistes et je voyais les manifestations à la télé également à l'époque. Hein. Et donc du coup, avec les copains du quartier, on chantait « À bas l'État policier » dans les rues de notre cité industrielle où beaucoup de gens étaient en grève. Moi, j'étais pas présent en mai 68, mais mon syndicat, en tout cas, était présent et donc a pu participer, en tout cas, à l'élaboration un peu de ce mouvement. Par contre, il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la violence policière, c'est la violence envers la jeunesse. On a pu le voir à Tolbiac, on a pu le voir à Nanterre et dans les manifestations aussi là qui ont suivi mai 68, hein, même par exemple lors de la loi de Baquet, où il y a eu quand même un mort, donc Malik Oussekine lors de ces mobilisations. Mais il y a aussi quelque chose qui est aussi assez présent lors de ces dernières manifestations, c'est aussi la présence de l'extrême droite. Moi, c'est sur la réaction aux violences policières, et qu'elles soient partout, etc., et qu'on laisse faire les casseurs dans les manifs, et qu'on nous demande à nous de faire la police. Enfin voilà, c'est un état d'esprit qui est en train de se mettre en place. Et quand on voit l'intervention dans un lycée, et que l'on voit ces jeunes qui ont 17 ans, et qui sont mis en examen parce qu'ils ont voulu faire une assemblée générale dans leur lycée, moi je trouve ça scandaleux et ça ne fait pas réagir plus que ça. Là j'ai vu que les parents allaient se constituer pour porter plainte, mais je veux dire que c'est absolument scandaleux. Et nos réactions, je trouve, ne sont pas à la hauteur, mais c'est aussi tout le matraquage que l'on subit sur la jeunesse. Dans les années 60, donc, je suis au Brésil. Il y avait eu le coup d'État en mars 64. 68 est l'année
emblématique, un tournant vers une radicalisation, on va dire, de la lutte contre la dictature. Fin mars, à Rio, il y a eu cet étudiant, un lycéen, un garçon de 17 ans, qui a été tué. Ce n'était même pas un militant, c'était même pas un garçon qui participait du mouvement. Il était dans les restaurants universitaires en train de dîner. Et du coup, il y a à Rio, particulièrement, des manifestations gigantesques et au mois de juin, des affrontements entre étudiants et police, une police fortement armée, avec la chevalerie dans la rue, qui devient quelque chose d'absolument explosif. Et c'est là où ce qui s'est passé en mai à Paris et ce qui s'est passé au Brésil, particulièrement à Rio, mais aussi dans d'autres villes, on aurait dit c'est le même paysage, c'est le même panorama. Donc on a été expulsé de l'université et on ne pouvait plus étudier dans aucune école publique, ni travailler dans les services publics. À ce moment-là, j'ai travaillé dans un journal, j'illustrais la colonne, l'éditorial du journal avec des dessins. Et ça se passe tout en très peu de temps. En l'espace de 2 ou 3 mois, il y a la procédure d'expulsion, la première fermeture du journal à cause d'une caricature, ensuite une deuxième fois la fermeture du journal à cause d'une deuxième caricature, et là ça a été l'effondrement parce que les propriétaires du journal m'appellent, ils m'ont presque donné des baffes aussi. Alors tu imagines, j'avais 17 ans, j'étais mince comme un clou, je ne pesais même pas 40 kilos. Et j'étais là, dans les bureaux de ces bonhommes qui criaient comme un fou, la police qui était partout. Et chez moi, la maison de mes parents, l'appartement où on habitait, surveillé. J'ai dormi chez des amis, chaque nuit chez quelqu'un de différent. Je n'étais jamais seule pour que je ne sois pas arrêtée. Jusqu'à ce qu'on dit, bon, ça s'est calmé, donc je retourne à la maison. Et là, un jour, j'étais avec l'une de mes camarades, qui a été arrêtée plus tard. Il y a 2 jeunes hommes avec tête d'étudiants qui frappent à la porte. Et en fait, c'était la police. Je n'oublierai jamais cette scène, moi, dans cette camionnette de la police, avec des gros bras autour, et mon père qui court dans la rue au milieu de la chaussée en criant d'arrêter, que j'étais sa fille, et tout le monde, parce que c'était une rue commerçante, tout le monde qui regardait. C'était quelque chose d'assez affreux, quoi, de voir et de vivre, et de voir mon père qui courait derrière une camionnette, il ne pourrait jamais arrêter cette camionnette, bien sûr, et qui m'amène vers un lieu inconnu pour eux, mais bon, j'étais tout simplement au siège de la police politique. De la police, on était au 12e étage, et qui me disait, l'unique manière, j'étais interrogée debout au bord d'une fenêtre, une grande fenêtre, ouverte, entièrement ouverte. Alors, le même qui m'avait interrogé quelques mois plus tôt, et qui dit, l'unique manière pour toi de sortir d'ici, c'est par cette fenêtre, si tu veux, tu peux sauter. J'ai changé une première fois de nom. Encore des problèmes.
mon compagnon en prison. Et pour moi, c'était insupportable et tout. Et quand il sort de prison, donc après 2 ans plus tard, on se rencontre, on se voit, il est parti, il dit, bon, si tu veux être avec lui, il faut que tu partes du Brésil. Là, on est en 73, fin août 73, et l'option, c'était d'aller au Chili. Mais lui, il dit, c'est de la folie d'aller au Chili, on n'y va pas. On sera tué avant d'entrer au Chili. Et du coup, je change encore de nom. Et là, je n'avais plus de possibilité d'aide. C'est ma mère qui a décidé de me déclarer comme étant une autre fille qu'elle avait. Donc, on m'a rajeuni. Et pour que je puisse entrer dans la place vacante entre plusieurs enfants. Et là, je suis dans une clandestinité totale parce que aussi bien pour mon parti, qui voulait absolument que je parte du Brésil, que pour la police. Et comme ça, j'ai vécu pendant des années et des années. Jusqu'à 80 ans, quand Mitterrand gagne les élections en France, et que j'ai dit, je ne peux plus, je vais m'en aller. Bon. Voilà. Et je suis venue en France. Voilà. Et donc, c'est la preuve que je vis à Paris.